Le radar français, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Les sous-marins fantômes du Japon se rapprochent du coffre-fort nucléaire de la Russie. Moscou a peu être créé son propre cauchemar. Le Japon vient de mettre à l'eau son 5e sous-marin furtif à batterie lithium-ion. Un bâtiment conçu pour disparaître précisément dans cette portion d'océan dont Vladimir Poutine dépend pour maintenir en vie sa dissuasion nucléaire. Et ce seul fait, plus que n'importe quel char stationné à Hokkaido ou n'importe quel chasseur rugissant au décollage d'une piste, est le développement le plus discret et le plus lourd de conséquences dans le Pacifique en ce moment. Parce que, pour la première fois, depuis 1945, le Japon ne se contente plus de se défendre. Il bâtit la capacité précise qui menace la seule chose que la Russie ne peut pas se permettre de perdre. Le piège censé clouer Tokyo au nord a produit quelque chose que Moscou n'avait pas prévu. Il a réveillé le pays. Nous sommes le 1er juin 2026 et pendant que la majeure partie du monde financier fixe les yeux sur les baisses de taux, les résultats d'entreprise et le bruit habituel, un autre type d'arithmétique s'écrit dans les eaux froides entre Hokkaido et le Kamtchatka. Le genre d'arithmétique qui décide où les capitaux circuleront pendant la prochaine décennie. Et contrairement à une conférence de presse de Donald Trump, cette arithmétique ne devient pas plus bruyante quand les chiffres cessent d'avoir du sens. Retour à l'eau, ce sous-marin compte parce que son nom a l'air de ne rien dire, alors que sa signification dit tout. Les Japonais appellent cette classe Teigei, grande baleine. Le 5e bâtiment Shogei a été mis en service en mars au chantier Mitsubishi de Kobe et intégré directement à la flotte basée à Yokosuka. 3000 tonnes, propulsion diesel, électrique, batterie lithium-ion au lieu des anciennes cellules, plomb acide. Et si la chimie d'une batterie compte en géopolitique, c'est précisément parce que c'est la partie que les grands titres sautent. Un sous-marin conventionnel avait autrefois une faille fatale. Il devait remonter à la surface, ou presque, pour faire tourner ses moteurs diesel et se recharger. Et chaque fois qu'il le faisait, il devenait repérable. Les bâtiments de la classe Taigei réduisent cette fenêtre de manière spectaculaire. Ils restent plus profonds, plus longtemps, plus silencieux. Ils sont conçus pour rôder dans des eaux peu profondes, contestées, bruyantes, et tout simplement ne pas exister aux yeux de ceux qui tentent de les traquer. Les sous-marins fantômes ne relèvent pas du marketing. C'est une description du problème qu'ils créent pour le camp d'en face. Et le camp d'en face, dans ce cas-ci, a un cauchemar très précis. Il faut tracer la carte comme les planificateurs la tracent. Parce qu'une fois qu'elle devient visible, la logique est impossible à manquer. Au nord du Japon se trouve la mer d'Okhotsk, une étendue d'eau presque entièrement encerclée par le territoire russe, coupée du Pacifique ouvert par un long hardil appelé les Kourils. Pour Moscou, cette mer n'est pas une mer, c'est un coffre-fort. C'est là que la Russie stationne l'actif le plus important qu'elle possède. Ces sous-marins lanceurs de missiles balistiques, les bâtiments de classe Boré, qui portent les armes nucléaires censées survivre à une première frappe et garantir la riposte. Toute la logique d'une dissuasion nucléaire repose sur le fait que ces sous-marins restent introuvables. Un sous-marin lanceur de missiles qui peut être suivi et détruit dans les premières heures d'une guerre ne dissuade personne. La Russie a donc construit ce que les stratèges appellent un bastion, non pas une ligne unique, mais des couches successives. Missiles côtiers, défense aérienne, avions de patrouille, îles fortifiées, tout cela enroulé autour de cette mer pour garder les bâtiments en sécurité à l'intérieur, afin qu'ils n'aient jamais à parier sur une sortie discrète à travers des eaux contestées avant de pouvoir tirer. Les îles Kourils sont le mur de ce coffre-fort. C'est la vraie raison pour laquelle la Russie ne les rendra jamais, peu importe combien de décennies de diplomatie japonaise polie s'écoulent. Il n'a jamais vraiment été question de droit de pêche ou de griffes liées à la guerre. Il est question de la porte du bastion. Moscou a lourdement renforcé ce mur au cours des dernières années. Des chasseurs Su-35 basés à l'avant sur les îles, des systèmes de missiles côtiers Bastion et Bal, le genre de système conçu pour couler les navires arrivant du Pacifique, des défenses aériennes S-300Z-4 pour jeter un dôme sur toute l'approche, de nouveaux radars, de nouvelles infrastructures, une garnison permanente là où il y avait autrefois pas grand-chose, et sous la surface, la flotte du Pacifique est restée active. Plus de 20 sous-marins inscrits aux effectifs, à la fois stratégiques et d'attaque, avec des groupes opérationnels qui se déploient depuis Vladivostok et y reviennent discrètement. Le mois dernier seulement, une flottille russe comprenant un sous-marin est rentrée d'un déploiement de plusieurs mois à travers l'Indo-Pacifique. Un convoi de 10 navires a traversé le détroit de Tsushima. Des bombardiers russes et chinois ensemble ont effectué une boucle près de l'espace aérien japonais et le Japon a envoyé des F-35 dans les airs pour les intercepter. Voilà l'image du point de vue de Moscou. Une forteresse au nord, une pression appliquée, le Japon enfermé. La question qui transforme cette histoire de défense en quelque chose de plus tranchant est de savoir pourquoi tout cela dépend de la faiblesse du Japon, si le bastion est déjà aussi bien défendu et si le mur est déjà aussi épais. Parce que c'est bien le cas. Et c'est là le piège. Le problème du Japon doit être compris comme Tokyo doit le penser. Au sud,
la Chine, les Senkaku, le détroit de Miyako, la pression constante autour de Taïwan, les groupes aéronavals qui passent au-delà des îles japonaises vers la mer des Philippines. C'est la menace dont tout le monde parle, celle qui fait les couvertures de magazines. Mais au nord se trouve la Russie, installée sur ces îles, menant des exercices, répétant le refoulement d'une invasion, maintenant un deuxième front en permanence sous tension. Et si le Japon est un pays avec un nombre limité de navires, de sous-marins et de pilotes, le génie du fait d'avoir une puissance hostile au nord et une puissance hostile au sud est que Tokyo ne peut jamais se consacrer pleinement à l'une ou à l'autre. Chaque destroyer qui surveille les Kuriles est un destroyer qui ne surveille pas Taïwan. Chaque sous-marin qui chasse en mer du Japon est un sous-marin qui n'attend pas au sud. Voilà l'alignement. La Russie et la Chine n'ont pas besoin d'une alliance formelle pour tirer profit l'une de l'autre. Elles ont seulement besoin que le Japon regarde dans deux directions à la fois. C'était le plan, diviser l'attention. Tenir le Nord à peu de frais, avec quelques îles et beaucoup de missiles, et laisser Pékin appliquer le vrai poids au sud. Garder Tokyo et tirer hésitant, défensif, constitutionnellement contraint. Le même Japon pacifiste qu'il avait été depuis la guerre. Et pendant des décennies, cela a fonctionné. Ce qui a changé, c'est la chose que personne n'avait pleinement intégrée dans ses calculs. Le Japon a cessé d'être ce pays. Les chiffres rendent le basculement plus clair, parce que dans une analyse financière, les chiffres sont le révélateur. Le budget de défense du Japon pour cet exercice est arrivé autour de 9 billions de yens, soit environ 58 milliards de dollars lorsque le cabinet l'a approuvé. Et le chiffre initial plus large, en comptant tout ce qui est lié à la sécurité, se rapprochait de 66,5 milliards. Cela représente environ 9% du produit intérieur brut, avec une progression vers 2% l'an prochain. 12e record consécutif. La phrase qui devrait arrêter tout le monde est celle-ci, selon le Stockholm International Peace Research Institute. Les dépenses militaires du Japon l'an dernier ont atteint leur plus haute part de l'économie depuis 1958. On parle d'un pays qui renverse près de 70 ans de retenue délibérée, constitutionnelle et culturelle. Et il le fait vite, avec une hausse de plus de 9% en une seule année. Apparemment, la pression maximale fonctionne parfaitement si l'objectif est de convaincre un autre pays d'acheter plus de sous-marins que prévu. Normalement, c'est à ce moment-là que ce réarmement est décrit comme étant lié à la Chine. Est-il l'Est? Mais la vraie histoire se trouve dans ce que le Japon construit réellement et à quel endroit. Le matériel raconte l'histoire mieux que les conférences de presse. Commençons par les missiles. En mars, le Japon a déployé sa première arme de frappe à longue portée développée localement, une version améliorée du missile antinavire Type 12. L'original avait une portée d'environ 200 km, le nouveau 1000, 5 fois plus. Le premier lot a été rendu opérationnel dans une base à Kumamoto et un autre près du mont Fuji, et les manifestations devant les grilles étaient bien réelles parce que les résidents comprenaient exactement ce qu'une arme de frappe à longue portée fait à un quartier. Elle le transforme en cible. Le ministre de la Défense Shinjiro Koizumi s'est levé et l'a appelé par son nom une capacité de contre-frappe, pas de défense. La capacité de frapper les sites de lancement d'un ennemi avant qu'il tire, pour un pays dont la Constitution a été écrite pour interdire précisément cette posture, c'est une révolution silencieuse habillée de langage bureaucratique. Et les prochains déploiements doivent pousser vers le nord, à Hokkaido. D'ici 2028, ces missiles de 1000 km et les armes hypersoniques planantes entrées en service à leur côté doivent être déployés sur l'île du Nord. Un missile antinavire de 1000 km placé à Hokkaido peut atteindre les détroits des Kuriles, il peut atteindre les portes du Bastion. Ajoutez maintenant le reste, les Tomahawk. Le Japon achète jusqu'à 400 missiles de croisière américains et les intègre à ses destroyers Aegis. Les premiers sur le Chokai plus tard cette année, avec 7 autres bâtiments à suivre, chacun capable de projeter une frappe à environ 1600 km. Hokkaido elle-même est durcie pour devenir une ligne de front. Des unités blindées, les chars Type 10 et Type 420 concentrés là, des radars, la guerre électronique, des drones, et sous tout cela, les sous-marins. Le programme Teigai, 8 bâtiments prévus, 5 déjà à l'eau, chacun plus silencieux que le précédent, chacun construit précisément pour le type de chasse sous-marine, confiné et contesté que les eaux autour des Kuriles exigent. Ce qui est en train de s'assembler est clair. Tout l'objectif du Bastion est de garder les sous-marins lanceurs de missiles russes en sécurité à l'intérieur de la mer d'Okhotsk. Les deux développements les plus susceptibles de fissurer cela, selon l'évaluation des gens qui étudient la question pour gagner leur vie, sont les progrès de la lutte anti-sous-marine et la diffusion de sous-marins d'attaque silencieux et capables dans la région. Le Japon construit maintenant les deux à grande échelle, avec un budget au plus haut depuis 70 ans et les pièces les plus récentes pointées directement vers le nord.
Le mur que la Russie a construit pour clouer le Japon en place est le même mur qui pousse maintenant le Japon à investir dans la seule capacité qui rend le coffre-fort derrière lui moins étanche. C'est le retour de flamme. Pas un slogan, une conséquence structurelle. La Russie voulait un Japon hostile, étiré et défensif au sud. Le problème, c'est que ce qu'elle a obtenu, c'est un Japon qui a décidé qu'il ne pouvait plus se permettre d'être seulement défensif. Et la première chose qu'un Japon nouvellement offensif va chercher, c'est la domination sous-marine, parce que c'est là que son véritable avantage a toujours été. Il est important d'être honnête sur ce que cela est et ce que cela n'est pas. Personne ne dit que des sous-marins japonais vont aller couler des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins russes dans la mer d'Okhotsk demain. Ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas une guerre, c'est un changement dans les calculs d'une guerre que personne ne veut mener, et ces calculs sont précisément ce qui fait fonctionner la dissuasion. La valeur d'un sous-marin lanceur de missiles russe abrité dans son bastion, c'est qu'il est un survivant garanti. À partir du moment où un adversaire crédible déploie assez de sous-marins d'attaque silencieux et assez de bons capteurs de chasse sous-marine pour transformer le garanti en peut être, tout le calcul change. Peut être coûte cher, peut être vous force à construire davantage, à mieux vous cacher, à dépenser plus, à vous inquiéter davantage, et la Russie dépense déjà. Son fardeau militaire, l'an dernier, représentait environ 7-5% de son économie, soit 190 milliards de dollars. Un pays qui verse une part énorme de tout ce qu'il produit dans une machine de guerre pendant que son flanc extrême-oriental se fait discrètement dépasser par un voisin qu'il croyait endormi. Cela nous amène à la variable imprévisible qui rend toute la situation au nord plus dangereuse. Et non moins, la Corée du Nord. Parce que l'histoire entre la Russie et le Japon n'existe pas dans le vide. Pyongyang et Moscou ont signé un accord de défense mutuelle en 2024 et il n'a fait que s'approfondir depuis. Des soldats nord-coréens, près de 11 000 selon certaines estimations du renseignement, ont combattu et sont morts dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine, subissant des milliers de pertes et recevant en échange quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. De l'expérience de combat, des données du champ de bataille et de l'aide technique russe pour moderniser des missiles, des drones et des sous-marins. La Russie, qui avait autrefois voté pour des sanctions contre le programme nucléaire nord-coréen, a complètement abandonné son opposition. Et en mars, sous le gouvernement de la première ministre Sanae Takaichi, le Japon diffusait des alertes d'urgence pendant que des missiles balistiques nord-coréens étaient lancés. En avril, Pyongyang a tiré des missiles à sous-munitions dans la mer du Japon. La Corée du Nord a ouvertement mis en garde le Japon contre le déploiement de missiles à longue portée dans le sud. Le tableau complet ressemble donc à ceci: la Chine au sud-ouest, la Russie au nord, la Corée du Nord entre les deux, armée, enhardie et alimentée par la technologie russe. Trois voisins dotés de l'arme nucléaire, de plus en plus coordonnés, appliquant une pression depuis trois directions à la fois. C'est l'environnement de sécurité que les responsables japonais ne cessent d'appeler le plus grave de l'après-guerre. Et ils ne dramatisent pas, ils sont littéraux. C'est là que l'histoire cesse d'être seulement une affaire de défense pour devenir une histoire d'argent, de marché et de forme de la prochaine décennie. Parce qu'un réarmement à cette échelle ne se produit pas non plus dans le vide. Le Japon tente de presque doubler ses dépenses de défense en 5 ans, un programme de 43 billions de yens. Au moment exact où les rendements de ses obligations gouvernementales montent, où le yen subit des pressions et où le pays porte l'un des fardeaux de dette les plus lourds de la planète. On ne peut pas verser autant d'acier dans l'eau sans que cela apparaisse quelque part dans un bilan. Quelqu'un le finance. Et la question ouverte qui plane au-dessus de Tokyo est la même que celle qui plane en ce moment au-dessus de la moitié du monde développé. Comment financer une posture de guerre en temps de paix sans briser l'économie même que l'on cherche à protéger? Vient ensuite la couche américaine, parce que c'est là que cela touche directement les marchés des États-Unis. Washington, et plus précisément l'administration actuelle, pousse les alliés à dépenser plus, plus fort, plus vite. Les membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord poussaient vers 5% les alliés asiatiques informés que le trajet gratuit est terminé. Pour le camp de Donald Trump, la gestion des alliances ressemble souvent moins à une grande stratégie qu'à une facture d'hôtel avec des tomahawks en supplément. La montée en puissance du Japon ne se produit pas malgré la pression américaine. Elle se produit en partie à cause d'elle. Et cette pression redessine les flux mondiaux des dollars de défense. Des entrepreneurs américains vendant des Tomahawks et des F-35 au Japon, le co-développement d'un chasseur de nouvelle génération avec la Grande-Bretagne et l'Italie, un programme de plus d'1 milliard de dollars cette année seulement visant à mettre des avions en service d'ici 2035. La modernisation du Japon en une véritable armée offensive étroitement intégrée aux États-Unis signifie que l'alliance américano-japonaise n'est plus un partenaire fort qui emporte un autre plus prudent. Elle devient deux forces de projection de puissance opérant comme une seule. Cela modifie la prime de risque sur l'ensemble du Pacifique. Cela change les calculs de Pékin au sujet de Taïwan.
Cela change ce que les assureurs, les transporteurs maritimes et les négociants en énergie doivent supposer au sujet des voies maritimes qui déplacent une part stupéfiante des marchandises mondiales. Quand les gens entendent parler de l'environnement de sécurité le plus complexe depuis la guerre, un marché devrait entendre que le coût des anciennes hypothèses vient d'augmenter et que quelqu'un va le payer. Et dans le discours de vente favorable à Donald Trump, quelqu'un signifie généralement que l'allié paie d'abord, puis reçoit des remerciements plus tard dans un discours en forme de facture. Il y a un détail de ce sous-marin auquel il vaut la peine de revenir. Le Japon a choisi de ne pas doter ses bâtiments d'une propulsion nucléaire. Il aurait pu chercher à acquérir des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, le genre capable de filer à travers un océan et de rester immergé pendant des mois. Il ne l'a pas fait. Il a doublé la mise sur le diesel électrique, sur le lithium-ion, sur la furtivité et le nombre plutôt que sur l'endurance et la portée. Et à première vue, cela ressemble à une imitation à un pays encore enfermé dans son passé pacifiste. Regardez encore, dans les eaux confinées, peu profondes et saturées de capteurs du Pacifique occidental, ainsi que dans les mers autour de Hokkaido et des Kuriles, les avantages d'un sous-marin nucléaire comptent moins et ceux d'un sous-marin conventionnel silencieux comptent davantage. Le Japon n'a pas choisi l'option la plus faible. Il a choisi l'option optimisée pour les eaux exactes où la Russie garde son coffre-fort. Ce n'est pas un pays qui accepte ses limites. C'est un pays qui a réfléchi très soigneusement à l'endroit où le combat aurait réellement lieu et qui a construit l'outil précis pour cet endroit. 8 bâtiments sont prévus, 5 sont à l'eau, un autre a été lancé et est en route. Une chaîne de production qui ne s'arrête pas. Et chaque coque qui rejoint la flotte rend les calculs derrière le bastion russe un peu plus mauvais. En silence, sans un seul coup de feu, sans un grand titre, comme se produisent généralement les changements de pouvoir les plus importants. Donc, quant à savoir si c'était un piège, la réponse est plus intéressante qu'un simple oui. La Russie ne s'est pas assise pour planifier le réarmement du Japon. Ce qu'elle a fait, c'est supposer que le Japon resterait le pays qu'il avait été, retenu, divisé, dépendant, lent. Elle a bâti une stratégie sur cette hypothèse. Tenir le Nord à peu de frais, s'appuyer sur la Chine pour appliquer le poids au Sud, garder Tokyo les yeux tournés dans 2 directions. Et cette hypothèse était fausse. La pression censée paralyser le Japon a au contraire donné à ces faucons la seule chose qu'ils n'avaient jamais eue, un public, un budget et une justification. 3 voisins nucléaires qui se rapprochent constituent l'argument le plus convaincant en faveur du réarmement qu'on aurait pu leur remettre. Moscou a contribué à l'écrire. Il existe une version de cette histoire que l'on pourrait qualifier d'ironique. Moi, j'appellerais cela le plus vieux schéma de la géopolitique. Vous appliquez une pression pour faire plier un adversaire, et à la place, cette pression le forge exactement ce que vous redoutiez. C'est l'inverse du tour d'honneur à la Donald Trump. Pas de podium doré, pas de slogan instantané, seulement une longue facture qui arrive après la campagne de pression. Les Kuriles étaient censés être le mur de la Russie contre le Japon. Elle pourrait finalement devenir la raison pour laquelle le Japon s'est reconstruit en la seule puissance du Pacifique capable d'atteindre l'arrière de ce mur. Et il reste une pièce qui laisse tout ce fil irrésolu. Aucune des personnes qui ont mis cela en mouvement, ni à Moscou, ni à Pékin, ni à Tokyo, ni à Washington, ne contrôle pleinement la suite. La Russie ne peut pas se retirer des Kuriles sans paraître faible. Le Japon ne peut pas arrêter de se réarmer sans abandonner l'argument qu'il vient de présenter à sa propre population. La Corée du Nord a tout intérêt à continuer ses essais, parce que chaque essai lui permet d'obtenir davantage d'aide russe. La Chine voit le Japon se durcir au nord, et il lit la preuve qu'elle doit aller plus vite au sud. Chaque geste défensif d'un camp devient la raison du camp suivant pour monter d'un cran. Ce n'est pas un système stable qui refroidit. C'est un système qui se resserre, un sous-marin silencieux et un budget record à la fois. Les marchés continueront de traiter cela comme un bruit de fond, un titre de défense, une querelle régionale, quelque chose qui se passe très loin dans des eaux froides. Et c'est peut être là la véritable histoire sous l'histoire. Le changement le plus important dans l'équilibre du Pacifique en 80 ans se construit sous l'eau, délibérément, là où aucune caméra ne peut le trouver, pendant que tout le monde regarde la surface. Quand l'arme la plus déterminante d'une région est celle qui est conçue pour ne jamais être vue, le risque devient quelque chose qui pourrait ne jamais être pleinement intégré au prix avant qu'il soit déjà trop tard pour réagir. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au Le Radar français et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage